Théo emmène un inconnu dans sa chambre, mais il fait entrer le diable. L'homme refuse l'hôpital et d'un coup, le retourne sur le lit. Tu avais la même idée qu'eux? Il croit que Théo veut profiter de lui, comme les membres du club. Enfant invisible a maintenant un espion mortel sur le dos. Comment lui expliquer que tu voulais juste l'aider? C'est ainsi que commence Hors Course. On appelle Théo l'enfant invisible. Mais vous, ne soyez pas des spectateurs invisibles. Faites-vous remarquer en cliquant sur le bouton s'abonner et en laissant un like bien fort pour qu'on le voie. Allez-y! Chat, ça commence dans un endroit qui a l'air plutôt élégant. Tu vois deux types entrent, et l'un d'eux, celui aux cheveux blancs, traîne l'autre, qui a les cheveux foncés et a l'air pas bien du tout. Ils entrent dans une chambre qui ressemble à celle d'un hôtel. On est arrivé dans la chambre, Ne me fais pas un malaise maintenant, dit celui aux cheveux blancs, tandis que l'autre peine à rester debout. Il le laisse tomber un peu brutalement sur le lit. Tu veux vraiment pas aller à l'hôpital, insiste celui aux cheveux blancs, inquiet. Mais l'autre grogne à peine, épuisé, je t'ai déjà dit, je peux pas. Il s'effondre à moitié maladroitement sur le lit. Tu es sûr que tu ne veux pas aller à l'hôpital, insiste l'homme aux cheveux blancs, inquiet. Mais l'autre grogne seulement, à moitié épuisé, je t'ai déjà dit, je ne peux pas. Celui aux cheveux blancs prend ça personnel, évidemment. Allez, enlève ton putain de costume tout seul, lui dit-il, sur un ton un peu tranchant. Et pour lui-même, il pense, merde, quel poids lourd. Moi qui me casse le dos pour l'aider, et il peut même pas parler correctement. Malgré tout, il lui tend un verre d'eau. Au moins, ça, tu peux le faire tout seul. Non, celui aux cheveux foncés bégaye juste qu'il a soif, et celui aux cheveux blancs, avec un soupir, va chercher de l'eau. Mais attention, après ça, je m'en vais, hein, l'avertit-il tandis que l'autre reste là. Allongé sur le lit, haletant, mais juste au moment où celui aux cheveux blancs s'approche, celui aux cheveux noirs le saisit soudainement par le bras. Il le tire en arrière et le hisse au-dessus de lui, avec un sourire qui inspire zéro confiance. « Tu avais la même idée que ces types du club quand tu m'as amené ici, hein » lance-t-il. D'une voix qui sonne comme du poison pur, celui aux cheveux blancs reste figé, les yeux grands ouverts, complètement perdu. L'autre continue à parler, fixant droit dans les yeux. « J'ai mes raisons personnelles pour ne pas aller à l'hôpital. Si tu veux assumer la responsabilité, autant finir ce que tu as commencé. » Celui aux cheveux blancs ne peut pas y croire. Un « qu'est-ce que tu racontes » s'échappe de lui, plein d'incrédulité. Mais pour comprendre ce qui se passait, il fallait remonter d'une heure. Celui aux cheveux noirs était dans un club, entouré de monde et de musique, mais avec une seule pensée en tête, rentrer chez lui. Normalement, je serais déjà au lit, pensait-il. C'est clairement ennuyé et épuisé par tout cet environnement. Bon, avec cette pensée en tête, son téléphone a commencé à vibrer. C'était un message de J, qui demandait s'il avait déjà l'endroit cible. Il lui confirma que oui, il la surveillait. Mais J ne se calma pas. Non, au contraire. Il lui envoie un autre message, lui rappelant de rester sur le plan, que s'il merdait, il était hors jeu. Et pour couronner le tout, il ajoute « garde les yeux bien ouverts ». Ne la perds pas de vue. Notre protagoniste, déjà lasse à la situation, lui envoie une photo avec son doigt d'honneur bien levé, en pensant que même si J se mettait toujours sur son dos, il s'était toujours débrouillé seul pendant ce temps. À la fête, notre protagoniste continuait à ne pas comprendre comment les riches pouvaient fêter ainsi, voyait des enfants de politiciens, des visages célèbres, se demandait si tous avaient vraiment été invités. Mais le centre de l'attention de la soirée était une influenceuse. Cristal, extrêmement populaire auprès des jeunes. Le problème, c'était qu'elle était la nièce de Dominique. Gros bonnet du marché noir avec des liens avec de grandes bandes. Et surtout, elle était la piste pour obtenir le diamant rouge, tant recherché que J voulait tant. Il ne comprenait pas l'obsession de J pour cette pierre précieuse, ni pourquoi récemment il devenait si imprudent, comme s'il ne se souciait de rien. Il était déjà depuis des années dans cette quête sans sens et sentait que J perdait lentement la tête soudain. The deux voix près de lui le tirèrent de ses pensées. Deux types discutaient d'un plan de chantage, l'un d'eux disait à l'autre de ne pas hésiter, de ne lui offrir que ça. Ils parlaient de la réputation de quelqu'un et de la façon dont elle serait ruinée si on découvrait son mode de vie moins exemplaire. L'autre, avec une totale assurance, déclara que si on le menaçait avec une vidéo hérit-il, ce gros poisson leur supplierait pitié. L'homme aux cheveux sombres resta pensif, agacé. Vraiment même à ce genre de fête, ces vampires s'immiscent, pensa-t-il. Et pire encore, à qui comptait-il faire du mal? Et justement à ce moment-là, il le vit, Théo Yeon. Vraiment lui, il ne pouvait pas croire qu'ils envisageaient de s'en prendre au fils cadet du groupe Yeonsun. Qu'est-ce qu'il croyait? Avoir envie de mourir.
Il savait que, même s'il l'appelait le fils invisible, ce n'était pas quelqu'un avec qui on devait s'immiscer, mais bon, se dit-il, ce n'était pas son affaire, il avait déjà assez à gérer. Il se tourna, tentant d'ignorer la situation, quand soudain, une main lui tendit une carte. Après avoir reçu la carte, il se dit qu'il valait mieux ignorer tout ce chaos. Il avait déjà ce qu'il lui fallait. Mais juste au moment où il allait s'éloigner, il sentit un regard du coin de l'œil, vit le garçon aux cheveux blancs, Théo, qui levait la tête, comme s'il avait été attiré par quelque chose pendant un instant, leurs regards se croisèrent. Le protagoniste hésita, était-ce réel? Ou avait-il seulement imaginé cela? Oui, sûrement une simple coïncidence, mais la situation s'intensifia rapidement. Ceux qui étaient avec Théo riaient, disant que le médicament faisait effet, qu'il peinait à rester debout. Il disait à la fille de le serrer plus fort, de ne pas tomber, et à l'autre de lui prendre son téléphone. Ils étaient inquiets que le plan fonctionne, le protagoniste eut la nausée. Ce n'était pas son affaire, bien sûr, mais le voir ainsi, cela lui fit mal. Un frisson. Il ne réfléchit pas deux fois soudain, Théo était sa priorité. Sans hésiter, il se précipita vers eux. Les types n'eurent à peine le temps de réagir avant que le protagoniste en poussa un et le fasse tomber. Il attrapa la veste du malade Théo et sourit de la manière la plus fausse possible. « Qu'est-ce que tu fais, toi, moi? Je t'aurais posé la même question. Il vient avec moi, donc je vais l'emmener d'ici. » Il réalisa qu'il s'était mis dans cette situation pour se distraire et perdre de vue Cristal, son objectif principal. Mais c'était trop tard, l'homme qui l'avait poussé devint fou furieux. « Tu ne peux pas pousser les gens comme ça !» hurla-t-il. Le protagoniste, avec le même sourire, feignit l'ignorance. « Ah, quelle exagération, ce n'était qu'un petit coup. J'ai tout vu, tu sais, si tu ne veux pas que je t'assomme à nouveau, file. Je suis déjà de mauvaise humeur parce que mes plans n'ont pas marché comme prévu. » L'homme furieux se jeta sur lui en hurlant tout un tas de choses. Mais le protagoniste était bien trop rapide. Il esquiva le coup avec une facilité incroyable et lui asséna un uppercut qui le laissa sans souffle. Faisant retomber lourdement sur le canapé, il lui assena un coup de poing qui le laissa sans souffle, le faisant retomber dans le fauteuil. Théo, le garçon aux cheveux blancs, restait étourdi. Le protagoniste, qui tenait désormais la veste de l'homme qui l'avait assommé, regarda les autres complices. Quelqu'un d'autre? Non, très bien, alors, on peut y aller. Il attrapa Théo, encore semi-inconscient, et le mit sur son épaule. « Lève-toi. Je vais t'emmener à l'hôpital, » dit-il au garçon aux cheveux blancs. Théo, encore un peu étourdi, coupa le plan du protagoniste. « Oublie l'hôpital, » lui demanda-t-il de l'amener à l'hôtel Yeonsun, au centre-ville. Ou à la réception, on lui remettrait une clé. Le protagoniste, à moitié surpris, pensa que ce garçon est une affaire à part. Bien sûr, c'est le fils du groupe Yeonsun. Il peut entrer dans un hôtel 5 étoiles, dire son nom, et la clé lui apparaît aussitôt dans la main malgré sa gêne. Il ne pouvait l'ignorer et poursuivre sa mission après tout ce qui s'était passé. Traînant Théo à moitié, le protagoniste insista « Allez droit devant, hein, sinon je te jure que je te jette par-dessus mon épaule. » Théo, encore étourdi, marmonna un peu en sortant de la fête. Par l'intérieur, le protagoniste savait que ce service allait lui coûter très cher. Maintenant, pour ceux qui ne le connaissent pas, Théo Yeon est le fils cadet du célèbre groupe Yeonsun, un type qui, depuis son plus jeune âge, savait choisi de s'éloigner des querelles familiales autour de la succession et s'était consacré à la gestion des constructions de l'entreprise. Mais plus en coulisses, bien qu'il aime être au centre de l'attention, sortant constamment sur les réseaux sociaux et dans les actualités. C'est l'histoire qui a vraiment fait sensation quand il a remporté le Grand Prix de course. Il a battu des records et, contre toute attente, s'est retiré aussitôt. Une personnalité assez particulière, non, le protagoniste, en vérité, n'avait jamais eu de conversation sérieuse avec lui, donc il ne le connaissait pas vraiment. Mais revenons à l'action. Les choses se sont rapidement intensifiées. Déjà dans la chambre d'hôtel, Théo, avec un sourire un peu espiègle, s'approcha et lança « Je n'avais pas idée que tu frappais aussi fort. » Gun Mucha. Bang, le protagoniste faillit s'étouffer. Comment diable savait-il son nom? Il avait l'impression d'avoir tout gâché, pensant qu'il faisait un bon travail en passant inaperçu, tentant de masquer sa gêne. Il demanda « Tu me connais, quelle surprise? On vient à peine de se rencontrer. Non, tu ne crois pas que tu vas un peu vite ?» Théo, sans se soucier de rien, murmura près de son visage « Je sais ce que je veux, mais si tu ne veux pas ça, tu peux toujours me frapper à nouveau. » Le protagoniste rougit et la tension était réelle plus tard. Alors que Théo dormait déjà dans le lit, le protagoniste s'assit sur une chaise, alluma une cigarette et regarda par la fenêtre. Il y avait déjà 1 an et demi qu'il se mêlait à ces fêtes de gens riches et il n'aurait jamais imaginé en arriver là.
Tout son corps lui faisait mal. Sa tête tournait à cause de tout ce qu'il venait de vivre. Agité, Gunmoo regardait le jeune homme endormi, espérant que, au moins, Théo prenne tout ce qui s'était passé la nuit dernière comme une seule chose. Il ne pouvait pas nier que le type était extrêmement attirant. Mais ce qui le laissait vraiment sous le choc, c'était que Théo connaissait son nom. Il faisait toujours un effort énorme pour passer inaperçu en plus. Aurait une crise s'il venait à savoir ça. Il décida de ne rien lui dire pour l'instant. Il avait d'autres choses importantes à faire demain. Il éteignit la cigarette. Il sentait son corps meurtri. Il se plaignait de la douleur, se demandant si c'était à cause de la drogue qu'on lui avait administrée, si la résistance de Théo était simplement une folie. Il se leva du lit, jeta un dernier regard à Théo, il y réfléchit à la complexité de tout lui expliquer. Pourtant, avec l'idée de quitter la ville le lendemain, peut-être que cela n'avait plus d'importance. Le lendemain matin, le soleil entrait déjà par la fenêtre. Théo, déjà éveillé et en robe de chambre, préparait un café pendant que Gunmoo, entièrement habillé et avec le sien à la main, était assis sur le fauteuil. Il semblait que Gunmoo l'avait réveillé. Mais Théo n'avait pas refusé le café qu'il lui avait préparé. « Tu as quelque chose à dire ?» lui demanda Théo, attendant une sorte de conclusion. Gunmoo, qui était déjà sur le point de partir, dit qu'il était heureux d'avoir eu l'occasion de parler. Théo prit une gorgée de café, étonné que Gunmoo l'ait attendu pour se réveiller. Gunmoo, pour sa part, se demandait pourquoi Théo était soudain si poli. Est-ce qu'il s'était déjà amusé et voulait maintenant mettre de la distance? Théo lança « J'en suis arrivé à la conclusion que tu es pareil à ces types d'hier soir. » Gunmoo ne pouvait y croire. Est-ce qu'il pensait vraiment qu'il l'avait sauvé pour un motif caché? Il se sentait offensé, car cela lui arrivait toujours. Théo l'interrompit. « Tu n'as pas dit que tu étais occupé. » Allez, au vif. Gunmoo, frustré, regrettait amèrement d'être entré dans tout cela. « Pour que tu le saches, moi je voulais partir. C'est toi qui m'as poussé par terre. » C'est lui, lança-t-il, mécontent. Au lieu de s'excuser, Théo, avec toute la calme du monde, lança une bombe à Gunmoo. « Si tu m'as déjà aidé, pourquoi ne termines-tu pas le travail ?» Pour couronner le tout, l'homme déclara qu'il n'était prêt à l'écouter que parce qu'il s'était amusé plus que prévu. Gunmoo ne pouvait croire ce qu'il entendait. Il pensait que c'était un véritable goujat, mais aussitôt se souvint que, bon, oui, Théo était comme ça. Théo continua à s'expliquer, se disant que si Gunmoo l'avait emmené à l'hôpital dans cet état, les choses se seraient compliquées. L'équipe juridique de sa famille était un peu particulière, et ils auraient rapidement pu accuser Gunmoo de plein de choses, de complicité dans un délit, voire d'agression sexuelle avec drogue. Résumé, Théo lui dit qu'il aurait été à la merci de sa famille pendant des semaines. Mais pour clore l'affaire, il lui demanda un numéro de contact. Gunmoo était hors de lui. « Vraiment, c'est comme ça que tu me remercies. Tu me fais parler, puis tu me balances, » lui reprocha-t-il, sentant sa tête exploser tellement frustré. Il frappa violemment la table, lança sa carte de contact à Théo et lui dit de faire ce qu'il voulait avec « Ou alors, si tu veux, fais-moi un service et oublie tout ça », ajouta Gunmoo, mécontent, se précisant qu'il ne cherchait rien en échange ni n'avait envie de se vanter d'avoir aidé. Il demanda un minimum de courtoisie, au moins, mais Théo ne lui répondit que par un regard. Résigné, Gunmoo enfila son manteau et annonça qu'il s'en allait. Théo resta à regarder la carte sur la table, un sourire victorieux sur le visage. Gunmoo, quant à lui, sortit de la pièce en pensant à quel point Théo était insupportable. Mais à peine eut-il fermé la porte qu'il heurta quelqu'un de plein fouet. « Ouf, désolé », dit-il, s'excusant. Tandis qu'une voix grave lui intima de faire attention où il allait. C'était un homme grand, accompagné d'une femme aux cheveux blancs, vêtue de jaune. La femme demanda à Gunmoo s'il allait bien, auquel il répondit que oui, que ce n'était rien. Tout en les voyant entrer dans la chambre de Théo, la porte s'ouvrit avec un grincement, et la femme appela Théo par son nom. À l'intérieur, la présidente de l'hôtel Yeonsun, Sona Yeon, semblait furieuse. Elle reprocha à Théo de ne pas l'avoir prévenu. Elle avait appris son état par le gérant de l'hôtel, l'attaqua sur les drogues et l'odeur de cigarette. Théo, comme si de rien n'était, lui dit simplement qu'il ne s'était pas vu depuis longtemps. Sona, avec son allure imposante, lui déclara qu'elle s'en fichait de ce qu'il faisait pendant son temps libre, pourvu que rien ne s'aille savoir. Il avait même mentionné que cet étage devrait être interdit aux fumeurs. Théo, sans se soucier de rien, lui répondit qu'il ne regardait pas lui. C'était elle qui fumait. Sona le fixa un instant, avec une pointe d'ironie, lui accorde le bénéfice du doute. Sachant que Théo traitait son corps comme un temple, enfin, Sona tente de ramener la conversation à ce qui importe. « Tu ne veux pas savoir pourquoi je t'ai appelé ?» demanda-t-elle. Allongé sur le canapé, Théo lui répond simplement « Parle ». Et c'est là que Sona lâche la bombe, « Les types qui t'ont drogué hier soir. »
Tu savais qu'ils sont les mêmes qui ont saboté l'affaire de l'hôtel par le passé, Théo, qui jusque-là était resté indifférent à tout, ouvre les yeux brusquement. Et un quoi de surprise pure lui échappe. Cela, clairement, l'a pris au dépourvu. Sona, la sœur de Théo, restait calme, un cigarette à la main, et lui dit qu'il lui devait maintenant une faveur. Elle l'avertit aussi de se rendre à l'hôpital, mais Théo, allongé et un peu agacé, lui répondit qu'il comptait bien y aller, et se demanda pourquoi tout le monde insistait sur ce sujet. Puis, Sona changea de sujet, en mentionnant que sa grande sœur voulait le voir bientôt. Théo se tendit légèrement, visiblement affecté par cette mention, s'attendit que Sona lui conseillait de ne pas s'embrouiller davantage et de rester discret. Théo lui demanda ce que leur mère avait dit. Sona, expirant de la fumée, lui expliqua que, comme toujours, leur mère laissait la grande sœur s'occuper de tout. Elle ajouta que Théo avait de la chance que l'incident n'ait pas causé plus de remue-ménage après un bref silence. Sona se demanda combien de temps encore elle devrait nettoyer les dégâts de son frère et appela rapidement la sécurité pour qu'on lui prépare une voiture à l'hôpital. Pendant ce temps, loin de la maison de Théo, Gunmu marchait seul dans une rue baignée de soleil. Dirigeant vers un entrepôt qui servait de base en entrant, il tomba sur un homme aux cheveux bleus brillants, avec des écouteurs autour du cou et des lunettes roses qui lui donnaient un air particulier. Celui-ci, qui semblait être le responsable, n'était pas d'humeur à plaisanter et l'accueillit avec un « pourquoi tu as mis si longtemps » et un « pourquoi tu as cette tête si catastrophique » sur un ton assez furieux. Gunmu, allongé sur un canapé, répondit d'une voix lasse qu'il venait juste de se réveiller d'une sieste, qu'on l'avait fait travailler toute la nuit et qu'il était important de prendre soin de sa santé pendant ce temps. Ei pensait intérieurement qu'il n'était pas nécessaire que l'homme sache la véritable raison de son état. Aussi lui dit-il que ce n'était pas grave, pourvu que cela n'ait pas d'impact sur le travail du lendemain. Le cheveu bleu, d'un ton plus calme, lui dit qu'il avait bien fait son travail, mais il lui demanda s'il avait fait quelque chose pour attirer l'attention. Gunmu, avec une grimace de douleur au front, lui assura que ce n'était absolument pas le cas. Mais Blue Hair ne croqua pas l'excuse et l'accusa directement. Bien sûr que si chaque fois que quelque chose tourne mal dans nos plans, c'est parce que tu ne peux pas t'empêcher de fourrer ton nez là où on ne t'appelle pas. Gunmu tenta de se défendre en disant que cette fois-ci, ce n'était pas le cas, qu'il n'avait fait que ce qu'on lui avait demandé. Mais Blue Hair l'interrompit avec un « quoi qu'il en soit » et lui ordonna de lui remettre un rapport et de confirmer sa dernière trajectoire. Gunmu, déjà résigné, lui annonça que Crystal n'avait rien de suspect et qu'elle avait une séance photo avec ses amis ce jour-là. Ensuite, il demanda à propos de Dominique. Blue Hair lui répondit que Dominique avait une réunion d'affaires et qu'il n'y avait eu aucun changement dans son emploi du temps car lui-même avait déjà piraté son système de sécurité. Gunmu lâcha un bond et Blue Hair, avec un air satisfait, demanda si, vraiment, ils pourraient mener le travail seuls tous les deux. Gunmu, avec un sourire sarcastique, répondit « Oui, parce que je suis aussi bon que ça ». Le cheveu bleu, gonflant la poitrine, lui dit « prétentieux ». Pero Blue Hair, avec ce brin de malice qui le caractérisait, lui lance un avertissement sérieux. Il lui dit de bien faire sa part, de ne pas songer à faire ce travail à moitié, juste parce que c'est le dernier. Il le menace de l'envoyer directement en enfer s'il se trompe et lui rappelle la promesse qu'ils ont. Gunmu, tout en fumant calmement, répond « Oui, oui, pas besoin de me menacer. J'ai compris ». Mais à l'intérieur, Gunmu se sent terriblement mal. Il pense que personne n'a plus envie de quitter cette vie que lui, mais que Ji ne va pas le laisser partir aussi facilement. Il réalise que la personne avec laquelle il n'aurait jamais dû s'impliquer, c'était Ji, et non Théo Yeon. Nous voyons Gunmu tête baissée, fixant des papiers, tandis que Blue Hair reste assis à la table. Il a l'air frustré, pensant qu'il n'aurait jamais dû accepter l'offre de Ji, même au prix de sa vie. Cheveux bleus l'interrompt, devenant plus sérieux. Lui rappelle que toute cette opération dépend de lui, de Gunmu. Pendant qu'il se prépare, Gunmu réfléchit à la manière dont tout s'est effondré dans sa vie. Il ne pensait pas clairement. C'est pourquoi il a fini par accepter l'offre de Ji. D'abord, un ami l'a trahi, puis le travail qui lui est tombé dessus était une totale embuscade. Mais Gunmu ne s'en veut pas, car le véritable coupable était cet homme qui trompait les gens. Il secoue la tête. Il n'a aucun sens à rester plongé dans le passé. Il doit avoir l'esprit clair pour ce qui l'attend. Cheveux bleus, qui le voit un peu abattu, lui demande « Gunmu, tu es toujours dans le malaise, concentre-toi sur la mission. Tu gâches l'ambiance avec tous ces soupirs. » Et pour couronner le tout, il lui donne un petit coup de pied au derrière pour le faire réagir. Gunmu, entre agacé et résigné, marmonne « Allez, allez Blue Hair », désormais sans patience, l'avertit pour que ce soit clair. « Si tu te trompes une seule fois, je te laisse là. Arrête de trop réfléchir et fais ton travail.
Ainsi commence le briefing. Blue Hair lui dit qu'il va le résumer une fois de plus, qu'il écoute bien. D'abord, les caméras de surveillance des 2 bâtiments sont déjà désactivées. Cheveux bleus, sans perdre le rythme, lui explique que Dominique n'était pas là, qu'il était parti en voyage d'affaires avec tous ses hommes, laissant seulement un garde pour surveiller le fort. Et ce qui était encore mieux, c'est que le toit était complètement dégagé. Il leur a aussi donné l'info que le bureau de Dominique partageait une armoire électrique avec le bâtiment voisin, un détail qui, bien qu'ils ne comprennent pas exactement pourquoi, leur convenait parfaitement pour la mission ainsi. Le plan d'infiltration était simple, ils feraient semblant d'être des électriciens, comme le bâtiment voisin n'avait que de petits bureaux. Passer la sécurité du rez-de-chaussée fut plus facile qu'ils ne l'espéraient. Ils montèrent par les escaliers, et une fois à l'intérieur, Cheveux Bleus s'occuperait de couper l'électricité du bâtiment de Dominique. Ensuite, il donnerait simplement le signal à Gunmu pour qu'il agisse dit et fait. Blue Hair, avec son ordinateur portable et son chewing-gum, coupe l'électricité et les lumières du bâtiment de Dominique s'éteignent brusquement. Après cela, elle demande à Gunmu s'il était prêt à descendre. Gunmu, depuis le toit, lui répond qu'il l'est, qu'il est prêt. Cela dit, il était plus haut qu'il ne l'avait imaginé, mais qu'il serait en bas en 3 minutes sans perdre de temps. Il ajuste son harnais, saisit la corde et se lance comme un ninja. Gunmu atterrit rapidement et précisément sur le toit de l'immeuble voisin. Pendant ce temps, à l'intérieur, le seul garde de Dominique, assis tranquillement, fut terrifié quand les lumières s'éteignirent. Immédiatement, il attrapa son téléphone pour appeler son chef, lui demandant s'il y avait une inspection prévue. Mais il n'eut pas le temps de terminer la conversation. Gunmu, qui l'observait depuis l'extérieur de la fenêtre, s'engouffra dans le bureau et le neutralisa d'un coup rapide. Après cela, il désactiva un panneau de contrôle et voilà, le passage était libre. Quand les lumières s'éteignirent et que Gunmu eut neutralisé le gardien de sécurité, l'attachant et bâillonnant au sol, la voie fut libre. Tout se déroulait comme prévu. Un attendant à la base Blue Hair était déjà connecté à son ordinateur, sirotant tranquillement une boisson. Il confirma que Gunmu était déjà à l'intérieur, mais quelque chose ne collait pas. Il pensait « qu'est-ce qu'il y a avec la sécurité ? C'est trop pathétique s'il garde un diamant aussi précieux ici ». Son esprit ne cessait de faire des liens. Si Dominique n'était pas un idiot, alors la caisse forte personnelle et le diamant véritable devaient être ailleurs. C'était très étrange, et même s'il ne s'intéressait pas à ce qu'il y avait dans la caisse forte de la cible, c'est la situation sentait mauvais. Gunmu parvient à ouvrir la caisse forte, que, selon Blue Hair, était une relique du passé. Le hacker lui demande comment il a pu déchiffrer le code, à quoi Gunmu, avec une mine renfrognée, répond qu'il a dû se battre pour l'ouvrir. Blue Hair, avec son attitude habituelle, lui dit que ce n'est pas son problème et qu'il continue le travail intérieurement. Blue Hair en avait assez. Il pensait « ce type n'est pas capable de ça ». Il se rappelait comment Gunmu, malgré son utilité par le passé, avait toujours fait les choses à sa manière. Et même s'il n'avait pas trouvé quelqu'un de plus compétent, le fait que Gunmu ne suive pas les règles en faisait un problème. Il va devoir partir, pensa Blue Hair avec une gravité inhabituelle chez lui. Juste à ce moment-là, Gunmu lui informe de la présence du coffre-fort. Il n'y avait pas un seul diamant, mais plusieurs. Blue Hair restent choqués. Ce sont des répliques, se demande-t-il. S'écartant aussitôt cette idée, il ordonne à Gunmu de prendre tout ce qu'il trouve et de s'enfuir d'ici. Et tandis que Gunmu fouillait le coffre-fort, trouvant même une arme qu'il décida de prendre au cas où soudain, Blue Hair sursaute. Un signal d'alarme retentit dans son système. Son visage se fige en réalisant l'urgence. La cible, le propre Dominique, se trouvait à seulement 100 mètres de distance. Avec l'avertissement de Blue Hair dans l'oreille, Gunmu vit que c'était vrai, la voiture de Dominique venait juste d'arriver, juste à l'entrée du bâtiment. « Merde », pensa Gunmu, sachant que le temps était écoulé. Il regarda autour de lui, cherchant une issue, et la seule option claire était la fenêtre, donnant sur une chute assez élevée. « Je vais devoir m'échapper par là », dit-il à Blue Hair, qui lui répondit « Ok, je t'attends en bas, dans la voiture, mais dépêche-toi ». Tandis qu'il se préparait à sauter, il entendit un bruit fort dans la pièce. Une porte s'ouvrit violemment et, à sa surprise, il trouva quelqu'un attaché à l'intérieur. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Pourquoi ce type est attaché ?» se demanda-t-il, réalisant instantanément qu'il n'avait verrouillé que les serrures automatiques. La porte manuelle était toujours ouverte avant qu'il puisse réagir. La porte principale de la salle s'ouvrit violemment. Là était Dominique, avec ses hommes, débarquant en furie. « Pourquoi mettent-ils si longtemps à ouvrir ? Dégagez de mon chemin » cria-t-il. Mais sa colère s'interrompit en voyant Gunmu sur le point de sortir par la fenêtre. Gunmu le vit, et en un instant, l'agent sortit l'arme qu'il avait trouvée dans la forte Dominique. Bouche bée demanda « Qui es-tu »
L'un de ces hommes s'approcha, effrayé. « Chef, il a une arme ?» Mais avant que quiconque puisse réagir, Gunmu lança le pistolet de toutes ses forces. L'arme vola et frappa Dominique directement au visage. L'envoyant s'effondrer, sa narine se mit à saigner instantanément. Ces hommes crièrent, s'inquiets, tandis que Gunmu les regardait, prêt pour le prochain coup. Avec un sourire en coin, Gunmu pensa « Je suis dans la merde. J'ai la panique ». Il savait qu'il s'était mis dans un grave problème. Mais quelle fin explosive, les gens! Comme le héros a fait voler cette arme droit dans la figure du méchant, vous aussi, faites voler ce bouton j'aime avec la même précision. Abonnez-vous enfin et commentez quel manhwa vous voulez qu'on détruise ensuite. À bientôt. Après avoir couru comme un fou, le cœur sur le point de sortir de la poitrine, et avoir supporté la conduite de J, qui était pure folie en mode suicida, Gunmu peut enfin respirer. Mais le soulagement dure 2 secondes à peine. Il est vivant, oui, mais au prix fort désormais, il est un homme marqué. Dominique l'a vu, et ne va pas cesser de le chercher jusqu'à ce qu'il le trouve. Et pour comble de malchance, un message d'un numéro inconnu l'arrête net, comme si le chaos n'était pas déjà suffisant. Pour couronner le tout, j'y confirme que les diamants qui ont presque coûté la vie étaient des copies parfaites. Il a misé tout sur un tas de pierres fausses, et la gêne a été maximale. Gunmu reprend tous les calculs à cause de ce message bizarre qui ne lui dit rien. Pendant que J, avec cette calme angoissante, confirme par contact que les diamants sont de la pure merde. Cette sérénité lui donne un mauvais pressentiment. Il sent que le trou dans lequel il a fourré la main est bien plus profond qu'il ne le pensait. J décide de remonter la piste des répliques, et il envoie Gunmu se cacher dans un entrepôt pour ne pas être éliminé. Sans un sou. Il n'a pas le choix, il devient un fugitif vivant dans un hangar sale. Quelques jours plus tard, J tombe dans le refuge comme s'il avait été jeté par un ascenseur malchanceux, avec une nouvelle qui brise littéralement tous les plans. Le diamant véritable a été acheté lors d'une vente aux enchères secrètes, par le groupe Yeonsun. Le timing est si gênant qu'on n'oserait pas le faire dans une série dramatique coréenne. Maintenant, la cible est entre les mains de la même famille qui avait aidé au départ. L'ordre est clair, suivre Teo Yeon, sans perdre une seconde, ni un pas. Gunmu tente de protester. Du genre « mais on n'avait pas déjà terminé ». Mais il n'y a plus de place pour « je ne veux pas » quand le destin a déjà appuyé sur l'accélérateur. Mais J le coupe aussitôt, personne ne part d'ici tant que la pierre véritable n'apparaît pas. J n'est pas stupide et remarque que Gunmu agit bizarrement, comme s'il cachait quelque chose. Alors, sans plus attendre, une brève lutte, et il lui arrache violemment son téléphone pour découvrir ce qu'il cache. Et là, le message doré. Teo Yeon lui a demandé pardon et veut se revoir. Le visage de J s'éclaire car cela lui donne tout le travail d'infiltration accompli en un instant. Mais Gunmu aimerait déjà disparaître, l'homme n'avait aucune intention de croiser à nouveau l'héritier. À la réunion, l'atmosphère est un cauchemar parce que Théo est si calme qu'il semble ne rien craindre. Et Gunmu ne comprend pas s'il s'agit d'un piège ou si Théo veut réellement quelque chose d'autre qu'un simple accord. Pendant ce temps, la seule chose qui lui vient à l'esprit, c'est le cœur d'Atum. 16 diamants rouges légendaires que le groupe Yeonsun a achetés en secret et qui est la véritable raison pour laquelle il est assis là, au milieu de toute cette tension. Théo change de personnalité comme s'il avait appuyé sur le bouton reset et pour réparer le désastre précédent, il offre à Gunmu une suite de luxe dans son hôtel. Pour toujours. Gunmu reste figé, ce type agit trop bien. Et ça n'est plus normal, c'est bizarre. Dans ce monde, quand quelqu'un te donne le monde sans raison, c'est que le chaos arrive. Et il n'y a aucun moyen d'échapper. Théo lâche la bombe, il voulait déjà parler à Gunmu depuis 1 mois, avant l'accident de voiture. Gunmu passe en mode panique, il ne se souvient de rien, et si Théo l'avait déjà dans sa ligne de mire. Si alors, qu'est-ce que ce type sait, au juste? Ils se sont rencontrés à une fête, et rien de plus, mais déjà il avait l'impression qu'il se passait quelque chose d'étrange. Gunmu était tellement ivre qu'il ne se rappelait même pas bien ce qui s'était passé. Si alors il a utilisé l'excuse de mémoire floue pour s'en sortir. Théo, en revanche, gardait cette étrange sensation, comme s'il manquait quelque chose. N'était pas seulement le nom, c'était que Gunmu l'avait laissé avec une impression qui ne partait pas. Alors Gunmu avance et lui propose de devenir son guide dans la vie nocturne, comme un moyen de gagner sa confiance et pénétrer son cercle. Tout cela avec un sourire de « je suis le mec de la fête ». Dans sa tête, il pense « est-ce que ça va trop facile ?» Mais il ne va pas se plaindre. Si l'occasion se présente, il la saisit. Au hôtel, Théo donne son accord sans hésiter. Tout est en marche pour qu'il obtienne tout ce qu'il désire en prononçant simplement son nom. Niveau de confiance VIP sans filtre.
Gunmu agit comme le type le plus reconnaissant de la planète en montant vers la chambre, un sourire qui ne lui atteint pas les yeux. Prêt à commencer le jeu d'espionnage, de l'intérieur, avec la meilleure apparence possible. Gunmu feint un faux pas, et tout le plan s'active instantanément. Théo ne se le fait pas deux fois, et le saisit par le bras, marquant son territoire dès le premier pas. Le rôle de ivre lui va comme un gant, mais il est désormais collé à sa cible plus que prévu. Si tu es espion, tu ne peux pas ignorer que Théo a une clé maîtresse, même si l'épuisement te ronge déjà vivant. Ce truc est son laissez-passer VIP pour circuler dans l'hôtel, si tu parviens à te l'arracher. Entrant dans la suite, Gunmu soupire de soulagement, ce n'est pas la même chambre où ils se seraient supposément rencontrés. Il a à peine évité un moment totalement gênant. Et maintenant, il a son propre bunker, full VIP, pour tout planifier. La nuit devient tendue lorsque Théo accepte l'invitation et tout change en un instant. Il l'attrape avec une assurance qui ne colle pas. Genre, depuis quand est-il comme ça ? Ce regard final dit clairement que l'héritier ne veut pas seulement un guide, mais qu'il a des projets bien plus forts, et pas du tout amicaux. Théo s'éloigne avec une tension qui frôle presque un baiser, et Gunmu reste comme « qu'est-ce qui vient de se passer ?» avec un dernier regard glacé. L'héritier s'en va, laissant un avertissement clair, ce n'est pas qu'un jeu. Cela ne fait que commencer, et l'agent est déjà complètement pris dans la vague, tentant de tout traiter. J'y apparais comme une lumière flashante et lui ordonne de se mettre à terre. D'une seule phrase profite de l'accès VIP pour vraiment entrer dans la peau de Théo. Le handler coupe la communication sans le moindre respect, comme un simple mème de groupe. Et même s'il n'a pas l'air content, Gunmu réalise que, pour l'instant, cette suite de luxe devient son poste de commandement. Installé confortablement sur le canapé, il réexamine tout ce qu'il sait sur Théo, et quelque chose ne colle pas. Ce garçon modèle des rapports n'a rien à voir avec l'attitude qu'il affiche. Il se rend compte que l'homme lui envoie un signal très clair, et même si cela semble suspect, il ne peut s'empêcher de sentir qu'il y a autre chose derrière tout ça. Maintenant, son plus grand avantage, c'est son propre corps. Pour sceller l'accord, Gunmu pénètre dans le personnage, et lui envoie un message pour remercier pour la nuit. L'appât est lancé, et nous voyons Théo recevoir le message juste au moment où il est avec son groupe. Maintenant, la connexion active et l'intérêt suspendu dans les nuages. Théo appelle sa sœur Sona pour qu'elle le remplace lors des réunions. Un mouvement si rapide qu'elle-même reste perplexe. Est-ce normal? Clair comme de l'eau, l'héritier vide, son agenda uniquement pour faire de la place à Gunmu. Après avoir raccroché, Théo reconnaît que Gunmu est un problème. Mais un problème qui en vaut la peine. Il est accroché à la vibration dangereuse du protagoniste, mais attention, ce n'est pas un improvisé quelconque. Théo avait déjà fait réaliser un fond pour Gunmu et avait découvert qu'il s'agissait d'un fantôme, pas de réseau, pas d'empreinte digitale, pas d'entreprise réelle, juste une façade. Dès le premier instant, l'homme a senti que Gunmu n'était pas là pour s'amuser, mais pour étudier les gens avec une mission claire. Avec le rapport sur la table, Théo lance son véritable plan. Il s'est rapproché de Gunmu précisément parce qu'il sait qu'il cache quelque chose. Maintenant, la chasse est à double sens et le protagoniste n'a aucune idée qu'il a déjà été mis sur la liste. Quel final intense maintenant que l'héritier sait que le protagoniste est un fantôme sans réseau, ne sois pas toi-même le fantôme de la vidéo et laisse une trace solide avec un like puissant. Abonne-toi pour ne rater aucune seconde de cette chasse et commente quel manhwa tu veux que je raconte ensuite. À bientôt. Chaptervikisk.png. Quelle folie, le chasseur est devenu la proie. Si l'héritier a déjà compris que le protagoniste est un fantôme sans empreinte numérique, ne sois pas toi-même le fantôme de cette vidéo. Laisse ta marque en mettant un like puissant. Abonnez-vous pour suivre le rythme de cette chasse et commentez quel autre manhwa vous voulez voir sur la chaîne. À bientôt.